Du coup, petit rappel pour ceux qui découvrent les chroniques live. Le but des chroniques live, c'est de discuter d'un thème sur Senseiya, peu importe lequel, que ce soit un thème un petit peu touchy ou même un thème très classique, peu importe. Et le but donc ça va être de discuter avec vous en live, alors soit par le chat, soit directement en vocal sur Discord, donc là ça va dépendre du nombre de personnes qui sera présent et si vous avez envie de parler sur le Discord. Et on va tout simplement discuter d'un sujet, là ça va être sur Next Dimension ce soir, et notamment sur pourquoi Next Dimension c'est une œuvre qui aurait peut-être pas dû exister. Pourtant moi je vois 2 personnes qui suivent le live, c'est peut-être il y a 6 minutes, alors... Ok, moi je vois 6 personnes maintenant, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc, pareil, là le thème qu'on va aborder ce soir, c'est un thème parmi tant d'autres, c'est pas mon avis définitif sur Next Dimension, c'est juste un sujet parmi tant d'autres qu'on aurait pu aborder sur l'œuvre, c'est juste que je trouvais que l'angle, cet angle-là particulier pour parler de Next Dimension était intéressant. Donc, on va partir sur 3 points, comme je l'ai expliqué aux autres dans le chat, mais que je réexplique pour ceux qui regardent seulement la rediff sur YouTube. Dans un premier temps, on va se demander si Kurumada n'a pas fait une erreur en sortant Next Dimension et The Lost Canvas pour raconter la même histoire globalement. Est-ce que c'est pas une erreur de faire 2 mangas qui racontent la même chose, mais écrits par des auteurs différents? Il a fait une concurrence un petit peu à lui-même. Ensuite, on va se demander aussi si le fait que Kurumada réutilise carrément les codes qu'il a déjà fait dans Senseiya sans se renouveler, c'était pas non plus un poids en plus qui coule Next Dimension. Et pour finir, on parlera de Tenma de Pégase, le Tenma de Next Dimension, et on essaiera de voir pourquoi c'est un personnage qui est assez problématique et qui est mal utilisé dans Next Dimension. Alors, on va commencer tout de suite avec salut à toi Kimeirai et bonsoir à toi Sakuraba-sama. Salut à tous. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier point. Est-ce que Kurumada a fait une erreur en créant Next Dimension et The Lost Canvas en même temps? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est Kurumada qui a initié le projet de The Lost Canvas, tout simplement. C'est lui qui a contacté Teshirogi pour réaliser le manga The Lost Canvas, et lui s'occuper de la partie Next Dimension. Et ça s'est fait après, notamment l'échec du Tenkai... l'échec. Moi j'ai bien aimé le Tenkai, mais beaucoup de personnes n'ont pas aimé et il a pas fait un très très gros score d'audience. Et du coup il a voulu relancer un petit peu son histoire céleste au travers de Next Dimension. Et il a fait un choix curieux qui était de raconter... qui était de raconter ce qui s'est passé dans la précédente guerre sainte, donc au XVIIIe siècle. Et il l'a fait sous 2 versions, sa version à lui dans Next Dimension, et la version de Teshirogi dans The Lost Canvas, qu'il a quand même un petit peu supervisé. Là où Next Dimension a une petite différence par rapport à The Lost Canvas, c'est que l'objectif final de Kurumada dans Next Dimension, c'est d'aller ensuite vers le chapitre céleste, notamment ce qu'il aurait dû être raconté dans le Tenkai, et ça on le sait au travers des interviews, et aussi à travers d'autres personnages, notamment Artemis et Thomas, qui ont été introduits dans Next Dimension, qui sont donc Artemis c'est la sœur d'Athéna, une autre divinité, et Thomas c'est un ange, un des protecteurs d'Artemis. On ne sait pas trop si c'est vraiment un protecteur, c'était plus l'air d'être un esclave qu'autre chose. Et donc du coup, Kurumada veut aller dans le chapitre céleste, alors pourquoi être reparti dans le passé pour raconter une histoire qui se passe, qui raconte les mêmes événements, mais de manière différente par rapport à The Lost Canvas? On peut se demander si ça a vraiment un grand intérêt, puisque en plus, au vu du rythme de parution qu'on a avec Next Dimension, qu'on a quasiment un tome par an, voire tous les 2 ans, donc c'est très très long, on se demande si on va tout simplement arriver à l'arc final qu'on aurait dû avoir depuis des années, l'arc céleste. Pour moi, je vous le dis clairement, et ça c'est mon avis, Next Dimension n'aurait pas dû exister sous cette forme. Alors pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, moi je suis pour le fait d'introduire The Lost Canvas comme étant le vrai canon du passé de Senseiya. Voilà. Mr. A nous dit l'idée en soi n'est pas mauvaise, je trouve 2 visions d'une même guerre, mais en un premier tome de Next Dimension au scénario paresseux, et 2 ans et demi pour sortir à beaucoup on a perdu un temps. Alors tout à fait, le scénario de base de Next Dimension commence à peu près comme The Lost Canvas, puisqu'on a les mêmes personnages, on a Elone, on a Tenma, on n'a pas Sacha du coup, puisque c'est Athéna qui va faire l'Athéna du XVIIIe siècle, mais l'idée de base, on va dire, c'est les mêmes. On part sur les mêmes personnages et on raconte 2 histoires différentes. Alors,
Ça aurait pu être intéressant si on mettait par exemple la même histoire mais sur deux points de vue différents. D'un côté, on aurait pu avoir le point de vue des spectres, d'un point de vue de Teshurgi par exemple, et du point de vue de Kurumada, on aurait pu avoir le point de vue des Gold, ou raconter, on va dire, des histoires un petit peu différentes qui se passent dans la même guerre. Là, clairement, c'est pas du tout la même histoire, mais ça se base sur le même fond, on va dire, le même tableau de base. Et le problème, bah, c'est que, forcément, vu que Kurumada écrit Next Dimension, ça prend le canon, entre guillemets, sur The Lost Canvas, et du coup, bah, on se demande l'intérêt d'avoir The Lost Canvas, puisque ça raconte des événements qui sont alternatifs à la guerre sainte du XVIIIe siècle. Et encore, ça c'était même pas sûr. Pour ceux, comme je disais tout à l'heure, qui ont vu ma vidéo théorie de pourquoi on devrait canoniser The Lost Canvas, j'avais expliqué qu'il y avait beaucoup d'incohérences qui étaient créées avec Next Dimension, qui sont passées maintenant en tant que retcon, ça veut dire que l'auteur a modifié son histoire avec une autre histoire, mais du coup ça a effet rétroactif sur les anciennes versions de son histoire. Et donc ces défauts-là, ils se retrouvaient pas dans The Lost Canvas. Et, étant donné que le nom de l'œuvre c'est quand même Next Dimension, une dimension alternative, une autre dimension, on aurait pu considérer que les événements réels du passé Tenseiya c'était The Lost Canvas, et les événements annexes ou alternatifs c'était Next Dimension, puisqu'il y avait un voyage dans le temps. Et donc quand on fait un voyage dans le temps, il y a deux choix possibles, soit c'est une boucle temporelle, et du coup les événements se sont déjà passés. J'ai expliqué dans la vidéo que c'était un petit peu étrange, puisque on a des personnages qui ont croisé leur maître dans le passé, donc ils les connaissent, mais dans le futur, les maîtres se rappellent pas, donc c'est un peu bizarre. Ou alors on parle de timeline comme on a dans Dragon Ball, et du coup on peut faire coexister deux œuvres totalement différentes. Le problème c'est qu'avec Senseiya 0, je crois que c'est l'épisode 0, donc qui est un chapitre fait par Kurumada, il a officiellement introduit les Gold Saints de Next Dimension comme étant les prédécesseurs des Gold qu'on a actuellement dans Senseiya. Et ça pose deux problèmes. Bah déjà, ça empêche de mettre The Lost Canvas en tant que passé vraiment canonique. Et le deuxième, c'est que du coup ça donne théoriquement Next Dimension en tant que passé, mais le problème c'est que les Gold du passé sont normalement morts il y a 200 ans, donc comment ça peut être les maîtres des Gold s'ils sont morts normalement il y a 200 ans? Donc ça crée des paradoxes assez improbables. Donc Sakura Basama me dit, oui je le vois ça comme ça aussi, c'est très mal exécuté et les paradoxes sont trop nombreux. Beaucoup de maladresse pour un auteur de manga depuis plus de 30 ans. Alors, il y a énormément de maladresse, de retcon, d'incohérences qui ont été créées avec Next Dimension et The Lost Canvas et plein d'autres œuvres. Après il faut savoir que Kurumada, lui quand il écrivait Senseiya, il avait quelques chapitres d'avance dans sa tête d'écrit, mais sinon il écrivait tout au fur et à mesure. D'ailleurs, il a dit en interview que Senseiya, il l'a vraiment conçu, il l'a vraiment pensé pour être un manga qui fonctionne. Voilà, son but, il venait de faire un échec assez cuisant, je crois que c'était son manga, ça s'appelait Fuma no... Ah, j'ai un petit doute sur le nom, mais son précédent manga avait fait un gros four. Maître direct ou maître spirituel, car sinon on peut dire que Shaka est le maître de Shun. Eh bien, c'est pas précisé. On voit juste à la fin une image de tous les Gold Saints du passé, et c'est marqué que c'était les prédécesseurs des Gold Saints. Donc, et leur maître. Donc c'est un petit peu étonnant. Alors c'était Fuma no Kojiro. Ok, merci pour la petite anti-sèche. Et du coup, son manga n'a pas du tout marché. Et il s'est dit, j'aimerais bien quand même faire un petit truc qui marche, parce que bon, la tunasse, Kurumada il aime bien quand même, comme tout le monde. Et il a vraiment réfléchi, il avait un concept qui marchait bien, avec notamment la mythologie. Bon, à la base, c'était pas forcément exactement ce qu'on avait comme histoire qu'on a actuellement, ça se basait un peu plus sur des arts martiaux, etc. Mais il avait un concept, et il s'est dit, je vais mettre toute mon âme, tout mon truc, pour que chaque chapitre ce soit une putain de tuerie, un cliffhanger à chaque fin de chapitre, presque, pour garder tout le temps le spectateur en haleine, et pour que ça ramène du gars, oui, exactement, pour la passion. Exactement. Si vous voulez, Kurumada, c'était un petit peu le chef otaku actuel, il fait ça pour la passion, avec les dollars à la place des S, bien entendu. Alors, j'ai des petits... alors, je vais fermer ça. Voilà, donc le but de Kurumada c'était vraiment de faire un manga qui cartonne, ce qu'il a réussi à faire, mais en contrepartie, il n'avait pas écrit le scénario énormément à l'avance, il inventait beaucoup au fur et à mesure. Et bah du coup forcément ça crée des incohérences, parce que quand tu écris au fur et à mesure, bah déjà tu peux être incohérent avec ce que tu as écrit dans ton œuvre de base, mais en plus t'as pas
dans ta tête toute l'histoire, toute la trame narrative, et quand tu fais une suite, alors il a terminé Sensei en quelle année? En 91? 93, je sais plus, et il a repris en 2006, donc quand tu continues ta suite 15 ans après, surtout que t'as pas pensé ton histoire à la base comme étant un tout cohérent, forcément tu fais des incohérences. Et en plus de ça, tu découpes ton travail en 2 projets distincts qui doivent raconter la même chose, mais dans des événements alternatifs. Le mec s'est clairement tiré une balle dans le pied en faisant ça, notamment en donnant l'autre version de sa guerre, donc The Lost Canvas, à un auteur qui était bien plus calé que lui, notamment en dessin. Kurumada, il avait déjà un style ancien en 80, donc vous imaginez bien qu'en dans les années 2000, le style de Kurumada il est encore plus vieillot que jamais. Alors forcément, eh ben, le style aussi de The Lost Canvas attire un peu plus facilement le jeune lecteur que Next Dimension pourrait le faire, même si ça a quand même bien marché au Japon. Next Dimension est même mieux que The Lost Canvas. Kurumada, c'est l'archétype du mangaka qui n'a pas spécialement de talent, mais qui bosse dur pour sortir un chef-d'œuvre. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Kurumada, pour moi, il a pas vraiment de talent en tant que tel. Bah, déjà, il est pas très bon en dessin. Enfin, il sait dessiner, mais voilà, c'est pas non plus beau. Voilà. Il sait dessiner, il arrive quand même à avoir des proportions des fois qui sont pas trop dégueu. Mais il est quand même beaucoup aidé par ses assistants. Il n'a pas une vision globale d'un bon auteur qui arrive bien à mettre en scène, il a pas une bonne mise en scène. Par contre, et il y a beaucoup de gens qui me disent le contraire, mais moi je suis pas d'accord avec ça, pour moi Kurumada c'est un bon scénariste, dans le sens où il a compris comment on écrivait une histoire. Voilà. Et alors, on va me le dire parce que je l'ai déjà dit au dernier live, et je l'ai déjà dit au live encore d'avant, mais Kurumada, on lui a dit comment écrire un personnage secondaire, comment écrire un personnage principal, comment écrire un personnage tertiaire. Il a noté tel quel comment faire ça, et il a appliqué à la lettre comment on écrit un personnage secondaire, etc. On lui a dit un personnage secondaire, ça a juste un objectif pour aider le héros, pour avancer l'histoire, et le gars, eh ben, il a fait ses personnages secondaires avec juste un objectif, etc. Donc là-dessus, ça peut pas être un mauvais scénariste, parce que il applique à la lettre les canons de l'écriture, et puis il arrive quand même à rendre une histoire qui est cohérente alors qu'il écrit au fur et à mesure. Donc là-dessus, il est quand même assez fort, et c'est oui du travail acharné qui l'ont amené à ça, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il a des problèmes de santé aujourd'hui, parce il a tellement dessiné de manga dans sa vie, et en vieillissant il a des tendinites, l'arthrose, etc. Donc voilà. Et donc pour revenir à l'opposition The Lost Canvas, Next Dimension, vraiment le gros problème là-dessus, c'est que raconter la même histoire, quand on est pas forcément incroyable niveau dessin, pas forcément incroyable niveau mise en scène, et qu'en plus on n'a pas une vue globale de son histoire, ça peut poser des vrais problèmes, surtout quand on offre la suite alternative à une jeune femme qui est très prometteuse et qui a du talent comme Teshirogi. C'est vrai que c'est très académique et très stéréotypé. Clairement, Senseiya c'est pas du tout un maître étalon de comment bien écrire une histoire en termes de variété de tons, de variété de thèmes, de personnages. Par contre, le mec il a un schéma, il sait bien le faire et il le répète jusqu'au bout, mais ça fait le taf, on va dire. C'est pas incroyable, mais voilà, il applique très bien ce qu'il a appris. La colorisation de ND appauvrit énormément son style déjà très rétro à mon goût. Alors tout à fait, une grosse... Alors normalement c'était pas dans les arguments, mais on va y parler. La colorisation de Next Dimension est dégueulasse, c'est du niveau... Alors, je sais pas faire la colorisation personnellement, mais par exemple Kimairai qui lui fait la colo à niveau amateur, il est même plus fort que Kurumada niveau colo. C'est abominable ce qu'il a fait Kurumada. Alors ça s'est un petit peu amélioré quand même par la suite, mais les couleurs c'est vraiment pas bon du tout et ça rend encore plus vieillot le style qu'il est déjà, et ça c'est compliqué. Alors, c'est fou le travail de recherche qu'il a pu faire pour certains persos comme Shaka, merci la vidéo de Shenmue sur Shaka. Alors oui, par contre, Masami Kurumada c'est un gros bosseur, il a vraiment une culture générale incroyable, il passe un peu pour un beauf parce qu'il aime le catch machin et tout, mais c'est vraiment un gros bosseur, il a des grosses références, et c'est pour ça que dans certaines vidéos, j'ai trouvé moi aussi certaines références que je trouvais intéressante de parler, et pas mal de gens m'ont dit oui mais n'importe quoi, Kurumada, son histoire elle est basique, il a jamais pensé à ça. Moi je pense que si, il a vraiment pensé à beaucoup de trucs pour que son histoire ça coule, et justement, vu qu'il la pensait pas en avance, bah dès qu'il avait une idée, il a creusé à fond pour que ce soit méga cool, et tac, il la mettait. Non mais le dessin de Next Dimension est catastrophique des fois, à se demander si c'est pas un assistant qui reprenait sur l'arc Hades, le top de son art, c'est pas si dégueu quand même, si. Alors, pour l'arc Hades, il faut se dire aussi que le mec ça faisait
il a commencé en 86, je sais plus quand c'est terminé Sanseiya, je sais plus si c'était 91 ou 93, mais le mec en gros pendant 5 à 6 ans, il a fait que du Sanseiya tous les jours, 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 tous les jours. Donc son style, forcément, il s'est affirmé. Il a pris de... Et d'ailleurs, ça se voit, au début, on a Seiya qui est tout petit, tout un peu moche, et à la fin, on a un beau Seiya tout élancé, avec une belle armure, bien structurée, etc. Ses assistants l'ont peut-être aidé, les producteurs l'ont peut-être aidé, il s'est aussi inspiré pas mal de ce qui avait été fait par la Toei, notamment, par exemple, pour les armures. Dans le manga Sanseiya, au tout début, les héros, quand ils mettent leur armure, bah, vraiment ils la mettent, quoi. On voit, il enfile le poignet, il enfile l'épaule, il met son casque, etc. D'ailleurs, on le voit dès le premier chapitre quand il se bat contre Shayna. Alors que dans l'animé, l'armure se pose directement sur eux, ça fait des trucs méga stylés. Et du coup, ça par exemple, il l'a repris. Après, on ne voit plus jamais les Saints mettre leur armure, elles viennent directement sur eux. Il s'est beaucoup inspiré d'Araki, tout à fait, et il a bien raison, parce qu'Araki a imposé quand même un style à l'anime Sanseiya qui a participé énormément à son succès. Il a eu bien raison de reprendre un petit peu, pas forcément ce style, mais de s'inspirer pour allonger ses personnages, les affiner un petit peu, faire des visages un peu moins anguleux, même s'il a quand même gardé ça très très longtemps, et il l'a toujours gardé d'ailleurs. Et dans Next Dimension, bah, il s'est passé 15 ans sans qu'il ait dessiné du Sanseiya, il a fait d'autres trucs, il a vieilli, il a perdu un petit peu le coup de main, il a mal à la main, etc. Et voilà, on est arrivé, et puis il a peut-être plus les mêmes assistants qui peut-être faisaient des belles petites retouches, qui faisaient un meilleur décor, qui faisaient des meilleurs effets visuels. Donc voilà, là-dessus, on pourra pas savoir exactement, mais voilà, c'est sûr que c'est dommage. Là-dessus, c'est dommage en termes de chara design, de style, il a fortement baissé, et ça a influencé aussi le fait que les gens n'aiment pas Next Dimension, parce que, bien entendu, là, on parle de Next Dimension en mal, entre guillemets, en disant pourquoi il aurait dû ne pas faire Next Dimension, mais bien entendu que c'est une bonne œuvre quand même, faut pas se mentir là-dessus, mais quand on voit certains arguments de The Lost Canvas, notamment la mise en scène, notamment le style graphique, et même la manière dont est racontée l'histoire, il n'y a pas photo. Là-dessus, Next Dimension, ça éclate à tous les niveaux, The Lost Canvas, ça éclate à tous les niveaux Next Dimension là-dessus. Et c'est bien dommage. Du coup, vu qu'on a un petit peu comparé les deux, et qu'on a dit pourquoi, rapidement... et puis Next Dimension, Kurumada a énormément été influencé par l'anime, par exemple les armures de Marine et de Shayna qui ont les couleurs de l'anime au lieu d'être argentées, ou les Gold Claws qui passent de l'or cuivre au début jusqu'à l'or jaune. Voilà, encore un exemple qu'on nous fournit, et Kurumada il s'est inspiré de l'anime, et c'est très bien. C'est très bien. Après, il aurait pu aussi s'inspirer de l'anime pour continuer dans Next Dimension. Après, alors, je vais peut-être mettre quelques images. Alors, est-ce que je peux modifier ça ? De Next Dimension, tac, pour qu'on puisse un petit peu voir ce qu'il a pu nous proposer. Hop, donc voilà, donc là par exemple on a, alors là lui c'est Tenma, alors c'est un copier-coller de Seiya, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, est-ce que c'est très beau? Je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est du style Kurumada, mais on voit toujours quand même le style un peu plus élancé que dans les débuts de Sanseiya. Je peux peut-être montrer une image du début de Sanseiya, est-ce que j'ai ça dans mes images? Je dois avoir ça, hein. Je vais vous trouver ça très rapidement. Alors ça j'avais pas préparé et j'aurais dû y penser, des images de Sanseiya, le manga de base. J'ai pris que des images de Next Dimension. Bon, on va prendre ça. Donc ça c'est encore l'arc sanctuaire, donc c'est encore au début. Oula, c'est tout petit. Donc, mais on voit quand même avec Ikki que tac, il avait déjà commencé à faire un style un peu plus élancé. On voit quand même qu'il y a du travail sur les armures. Mais la colo, elle aide pas forcément, elle fait un peu vieillotte. Et franchement, c'est très dommage. Là-dessus, c'est aussi un point négatif. Donc maintenant, on va un petit peu plus s'attarder sur l'histoire de Next Dimension, et notamment la paresse scénaristique de Kurumada. Alors pourquoi je parle de paresse scénaristique? Alors j'ai perdu mon truc, ça c'est génial. Tac. Hop. Non, c'est pas ici. Alors si je retrouve pas mes images, ça va pas le faire. Donc pourquoi je parle de paresse scénaristique? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savent un petit peu en fait. C'est que, Kurumada il nous ressort tout le temps, dans Next Dimension, il nous ressort encore la même histoire. Donc oui, on a un petit peu de nouveauté.
Seiya c'est plus le héros, il a toujours l'épée d'Hadès qui lui met une malédiction, il peut mourir, il va même mourir dans 3 jours, d'après ce qui est dit dans l'Eximansion. Et du coup, grosse nouveauté, c'est Shun et Athéna qui partent seuls pour essayer de sauver Seiya, et idée incroyable, même si c'est une idée que moi je trouve pas forcément ouf, mais voilà, c'est une bonne idée par rapport à l'univers Senseiya, retourner dans le passé pour détruire l'épée d'Hadès avant que Seiya se fasse tuer, donc vraiment dans la guerre précédente, ou trouver une façon d'enlever l'épée d'Hadès dans le cœur de Seiya. L'intrigue d'Hadès totalement oubliée en cours de route. Tout à fait, donc c'est ce que j'allais revenir. Donc ça c'est l'histoire en tout cas qu'on nous vend dans le tome 2, c'est même pas dans le tome 1, c'est dans le tome 2 qu'on nous vend cette histoire, parce que comme le dit El Famoso Paul, dans le tome 1 de Next Dimension, on nous dit on va faire la guerre, on va vous montrer l'histoire de la guerre sainte du XVIIIe siècle, on voit Shion et Doko qui sont jeunes, on voit un nouveau personnage qui est Tenma de Pégase et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Seiya, on voit son pote Lone qui est la réincarnation d'Hadès, etc. Donc on part vraiment sur la guerre sainte du XVIIIe siècle, et dans le tome 2, tac, on change, on parle donc du futur, de Seiya qui est dans le coma et qu'il faut sauver, Athéna qui peut partir dans le passé avec Shun et qui va se retrouver au XVIIIe siècle. Donc là c'est un reproche que je peux, et qui est le même, enfin en tout cas un peu différemment, mais qu'on peut aussi donner à Next Dimension et à The Lost Canvas, c'est que l'histoire, elle change totalement de ce qui avait été prévu à la base. On a un tome 1 qui est vraiment un tome qui nous présente l'histoire, qui nous présente les personnages principaux, ou quelques-uns des personnages principaux, et qui te dit, mon histoire, elle va dans ce sens-là. Donc Kurumada nous dit, mon histoire, c'est l'histoire de Tenma, de Shion, de Doko et tout, et de la guerre entre guillemets, contre Hades, ok. The Lost Canvas, c'était pareil, le destin de Tenma, de Lone et de Sacha pendant la guerre, ok. Tome 2, boum, ça change complètement, on va voir Athéna, qui va retourner dans le passé, etc. Alors, les deux étaient un petit peu liés, ok, je pense que dès le début, il avait envie de lier le futur et le passé, mais clairement c'est mal branlé, il l'a mal fait, et ça se voit clairement, et ça c'est un gros point négatif, parce que un lecteur qui va lire le tome 1 et puis le tome 2, bah, il va se dire, bah c'est... Pourquoi tu fais ça, quoi? Plus que des idées reprises de son manga, on commence quand même à avoir une promotion de Shion et Doko, sortie vraiment de nulle part. Et un garde du sanctuaire qui donne la localisation exacte d'Hadès sans aucune explication. C'est pratique la vie. Alors, les promotions de Shion et Doko, je pense que c'est ici pour amorcer la promotion des bronzes, puisque dans Two Next Dimension, dès que un bronze va rencontrer son homologue Gold, le Gold va lui dire oui, tu es le futur successeur de l'armure de, insérer le saint que vous voulez, donc du Verseau, du Lion, de la Vierge, etc. Donc je pense que là-dessus, Kurumada il a mis la promotion de Shion et Doko pour amorcer son truc qu'il avait en tête depuis le début du manga en fait, puisque Seiya il a relevé l'armure du Sagittaire très tôt, Shiryu et Yoga ils mettent l'armure d'or aussi assez vite, donc là-dessus je trouve pas ça très incohérent. Par contre oui, tout s'enchaîne très vite, il y a un garde qui sait où est Hades, comment le mec sait ça? On peut comprendre, ok, mais il faut donner un petit peu plus d'explications, et tout est comme ça, tout va très vite. Alors après, Kurumada, il a toujours été dans l'expéditif. C'est-à-dire qu'on avait un arc, il fallait faire tel truc, et ben les héros ils faisaient tac 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 tac, et voilà, s'enchaîner. Par exemple, je suis en ce moment en train de faire des résumés donc, de chaque arc du manga Senseiya. Là je fais les Black Saints, je suis en train de relire tout et d'écrire le résumé, et les Black Saints, les combats contre les bronzes, ils durent 3-4 pages. Tout est expéditif, on sait qu'on doit vaincre tous les Black Saints, et bah hop, on fait le combat, on enchaîne, jusqu'à arriver à l'objectif final. Donc là-dessus, Kurumada il a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il rush à mort les parties, on va dire, intermédiaires, pour arriver au boss, ou à la partie qu'il voulait un peu développer. Là, le problème, c'est que on rush, mais on rush sans raison. Parce que rien n'empêchait de dire à un autre personnage, je sais pas, un Gold, de dire oui j'ai découvert Hades parce que j'ai senti l'aura machin. Non, c'est un garde qui découvre ça sans explication. Donc là-dessus, l'histoire, elle est mal construite. Et en plus, le gars se répète, puisque dans Senseiya de base, on a eu la montée des temples. Donc ça, ok, c'est l'arc iconique de Senseiya. Voilà, là-dessus on peut rien lui enlever. Ensuite, on a l'arc Poséidon.
où, alors on n'a pas des marches à remonter, mais on doit quand même aller défoncer un gars qui protège quelque chose, c'est un petit peu comme les Golds qui protégeaient leur temple en fait. Donc c'est un peu le même principe, détourner, le concept est détourné puisqu'on ne doit pas passer un personnage, on doit tuer un personnage, enfin battre un personnage pour casser un pilier, pour détruire un pilier, et pas juste traverser. Donc le concept est un petit peu détourné, mais on commence à sentir que c'est un petit peu redondant. Ensuite, première partie de l'Arcades, rebelote, monter des escaliers, et en plus, pendant un temps infini, donc ça commence un petit peu à être redondant, et après partie Inferno, pareil, et ben tu dois, alors, il a un petit peu modifié ses plans, mais normalement on devait traverser toutes les prisons, qui devaient être gardées sûrement par, alors, pas forcément un juge, mais par un spectre, qu'on devait battre pour passer la prison suivante pour arriver à Elysion. Bon, ça a été un petit peu détourné, parce que, sûrement que Kurumada devait finir son manga très vite, mais voilà, ça commence à être redondant. Alors, je reviens juste après sur toi, Paul, sur ton message, je finis juste mon truc et je reviens. Et du coup, dans Next Dimension, eh ben, on aurait pu dire, tiens, on a une guerre contre Hades, on pourrait avoir des batailles, peut-être dans d'autres lieux, ou alors au sanctuaire, peu importe, mais des combats qui n'ont pas juste pour ambition de, il faut que je passe à l'ennemi suivant, puis à l'ennemi suivant, puis à l'ennemi suivant, pour battre le grand méchant. Ce que The Last Canvas ne faisait pas au début, a fait un peu plus vers la fin, mais voilà. Et non, on refait encore une montée des marches. Alors même si la montée des marches c'est pas trop ça le problème, c'est juste qu'on est encore, il faut passer un obstacle pour passer à l'autre, pour atteindre un objectif. C'est tout le temps ça. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. Une histoire, c'est on a un élément perturbateur, on passe des obstacles pour arriver à un dénouement final. Mais ça c'est ce que je dis de Kurumada. Le mec, on lui a expliqué qu'il fallait faire ça et il applique ça à la lettre. Il n'enrobe pas ça d'un truc pour rendre ça plus attrayant, et ça c'est dommage. Donc, Paul nous disait, pour revenir aux promotions, j'adhère pas des masses. Pour moi, un chevalier né sous la protection d'une constellation et devrait pas changer. Là, de Koeshion, qui sont simples chevaliers de bronze, deviennent chevaliers d'or presque parce qu'il manque 2 gold. Alors, je vois ce que tu veux dire. Après, le truc, c'est qu'on est quand même dans un manga, et dans les mangas, notamment Neketsu, Shonen, machin, tout le tralala, ben, il faut que les personnages ils aient des power-up pour un peu évoluer, parce que... Alors après, les power-up, ça peut être... généralement, si c'est bien amené, ça arrive progressivement, etc. Mais il faut quand même qu'on ait une représentation visuelle que le mec, tac, il est devenu plus fort. Dans Dragon Ball, c'est les Super Saiyan, donc au début c'était les Kaioken, x10, x100, machin. L'auteur il s'est dit, c'est peut-être un peu chiant d'écrire tout le temps x1000, x1 million, donc il a mis le Super Saiyan avec les cheveux, qui sont directement reconnaissables. Dans Naruto, t'avais le mode QB avec une queue, 2 queues, 3 queues, 4 queues, 5 queues, 9 queues, machin. Dans Luffy, t'as les différents gears. Dans Bleach, t'as le mode holo, le mode mon cul au bord de l'eau. Enfin bref, dans tous les mangas, t'as un mode un peu plus élevé. Là, dans Senseiya, on avait les évolutions des armures. Et jusqu'à l'arc Poséidon, on a quand même eu 3 évolutions d'armure pour Seiya, je crois, juste tout seul, donc ça commençait à être un peu redondant, les évolutions d'armure du même type, donc il fallait forcément mettre un autre type d'évolution. On a mis les, entre guillemets, les Gold Claws pour avoir un power-up temporaire, et après on a mis les Gold Claws, pardon, et on a mis les God Claws à la toute fin pour vraiment le power-up ultime. Mais Kurumada l'a dit, il a pas envie d'aller plus loin que les God Claws, ça devient redondant, après c'est comme le Super Saiyan 8, ça sert à rien. Du coup, pour faire évoluer ses personnages, il veut les faire devenir des Gold, tous les bronzes. Et du coup, il faut quand même le justifier aussi dans le scénario. Tu peux pas dire qu'il y a que eux qui deviennent Gold parce que c'est les héros de l'histoire, c'est incroyable, c'est des élus. Non, c'est juste que c'est possible. Voilà. Alors après, je suis d'accord avec toi. Ce qui est étonnant, c'est que dans le manga, on nous présente les Gold comme étant un peu des génies, des gars qui ont été entraînés pour être chevalier d'or. Et là, tac, c'est un retour en arrière. On nous dit, non, en fait, si tu t'entraînes, n'importe qui peut devenir un chevalier d'or. En soi, c'est quand même un beau message. C'est pour dire que avec de l'entraînement, tu peux devenir plus fort, tu peux devenir qui tu as envie d'être. Et je trouve que c'est assez en accord avec ce que nous dit Senseiya. C'est la détermination qui fait la force et pas autre chose. Oui, Sakuraba nous dit, on se refait la montée des marches encore et encore. C'est tout à fait ça. Et le problème, c'est pas tant la montée des marches en elle-même, c'est que c'est une redondance scénaristique qui n'est même pas cachée, qui n'est même pas enrobée d'un petit emballage de chocolat, de trucs pour que ça passe bien. Non, c'est... Il a appris qu'un scénario c'était obstacle, 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 fin, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Obstacle, 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 fin. Voilà.
il met pas de petits trucs de travers, de petits ah non, un retournement de situation. C'est très linéaire. Là où on a quand même une petite amélioration, et je vais pas vous le dire cette petite amélioration, je vais vous la montrer, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Tac, cette petite amélioration, c'est bien entendu ce personnage. Ce personnage qui est très bien. Alors pourquoi il est très bien ce personnage? Alors tac, il faut que je la mette un petit peu plus comme ça. Voilà. Pourquoi ce personnage est très bien? Parce qu'il a complètement renversé les codes qui avaient été établis dans Senseiya. On avait établi qu'on avait 12 chevaliers d'or, c'est comme ça, c'est pas autrement, machin et tout. Tac, on a un 13e en fait. Donc déjà, on brise un petit peu le mythe des 12 constellations, des 12 constellations zodiacales. On s'approche, alors est-ce que c'est vrai, je sais pas, mais en effet, il y a dans certains astrologues considèrent qu'il y a trois signes astrologiques. Donc ça, première fois qu'il casse un petit peu les codes. Deuxième fois qu'il casse les codes, c'est un personnage qui a, on va dire, qui était présenté comme un personnage vraiment parfait. Un peu comme Saga. C'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu comme Saga. Le mec était vraiment très gentil, très aidant. Mais Saga, il y a eu un déclic où il est devenu méchant, voilà. On voyait notamment avec les flashbacks sur le pop et comment il a été tué, que Saga, il était très gentil, mais il avait un fond, tu sentais qu'il était méchant. On apprendra plus tard que c'était le lémur qui le rendait méchant, etc. Par contre, le personnage donc de Odysseus, ou Ulysse en français, il a toujours été bon tout le temps, il a jamais été présenté comme un personnage méchant, il est même mort en étant gentil. Et il revient à la vie, et tac, ça devient un méchant, tu vois. Donc déjà, on n'avait pas vu ça dans Senseiya. On n'a jamais vu un mec qui était présenté comme gentil du début à la fin, et qui revient en mode méchant. Alors, on avait vu ça aussi un petit peu avec les spectres, enfin les Gold Renégats qui sont revenus dans la partie Hades, mais bon, il y avait que Camus qui était clean, on va dire, qui était gentil du début à la fin. Sinon, t'avais quand même Shura qui était un traître et Saga aussi, donc ça faisait... C'était des semi-gentils. Et là où il casse encore plus ses codes, et moi je trouve ça que c'est incroyable avec ce personnage, c'est que dans Senseiya on a quand même une surenchère de moi j'ai une Galaxian Explosion, je te détruis tout ce que tu veux, bah moi mon attaque elle annule la défense et l'attaque, tu peux pas bouger, t'as Camus il a bah moi je maîtrise le zéro absolu, ça détruit tout. On avait vraiment quand même des attaques de plus en plus puissantes avec l'Athéna Exclamation qui fait un mini Big Bang, etc. Et là on nous présente un personnage, on nous dit c'est le plus fort de tous les golds qu'on a jamais eu, même les dieux ils en avaient peur, c'est pour ça qu'ils l'ont banni. Et qu'est-ce que tu lui fais? Tu dis il a aucune attaque offensive. Le mec n'a pas du tout d'attaque offensive. Toutes ses attaques, c'est des attaques de soins. Sauf que ces attaques de soins, elles sont tellement élaborées que ça en devient des attaques offensives. Par exemple, il a une attaque de chirurgie qui permet de soigner n'importe quoi. Sauf qu'en fait, il va en gros décomposer les atomes pour soigner directement les atomes. Waouh, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, le gars, il utilise cette technique où il découpe les gens en atomes ou en petits morceaux pour les réparer. Sauf que, au lieu de les réparer, il les laisse comme ça, donc ça fait une attaque qui est super puissante. Pareil, il a une attaque qui permet de soigner tout le monde, sauf que ça les endort. Hop, il endort tout le monde sans les soigner, il les soigne quand même, mais voilà. Mais il peut avancer tranquillement en défonçant tout le monde, et ça c'est juste incroyable. L'autre personnage très bon, c'est Suikyo, qui est très bien développé, je trouve. Oui, c'est aussi un bon personnage. Après, c'est un peu redondant dans le fait que c'est Saga bis en renégat, pour moi. Parce qu'il pleure des larmes de sang et tout, il a un objectif caché, il veut pas le dire, etc. Donc la manière dont il est, dont son avancée se déroule dans la montée des marches, c'est Saga. Clairement, il en fait comme Saga dans l'arc Hades. Là où par contre, oui, il est très bien, c'est qu'il a une raison d'avoir trahi Athéna. Et quelle est cette raison? Alors il y a beaucoup de pistes, beaucoup d'hypothèses, qui parle notamment du fait qu'il aurait trahi Athéna parce que Hadès lui aurait promis de sauver son frère, qui est normalement décédé. Mais on sait pas, on n'est pas sûr. Et chose aussi très bien qu'a fait Kurumada il y a pas très longtemps, enfin si, il y a quand même longtemps, parce que c'était le tome 8, donc c'était il y a... tome 8, donc on est au tome 13, qui est sorti il y a 2 ans, bah, c'était au moins il y a 5-6 ans. Il nous a fait un petit personnage, pareil, très gentil, 2010, ok merci, 2010, donc c'était il y a 11 ans apparemment, ça commence à faire. On a Doko, qui
change de camp, tout simplement. Voilà. Il a compris ce que Tsukio voulait faire, et du coup il s'est dit, ok j'ai compris, et ben du coup je vais aller défoncer Athéna, je deviens méchant. Et c'est quand même incroyable, parce qu'on sait que Doko survit à la guerre sainte, on sait que Athéna lui a donné le Mysépotonamos, c'est trop dur à dire, je ne sais plus le nom, donc le fait que son cœur batte une fois toutes les 1000 secondes ou tous les jours, et que du coup il arrive à vivre très 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 longtemps comme ça. Donc le mec il a quand même eu des dons par Athéna, il a survécu à la guerre, il a eu la charge de surveiller Hadès, etc. Donc il a quand même dû être important. Athéna l'a quand même vachement récompensé. Et dans Next Dimension, Kurumada nous dit, ouais bah il a quand même voulu tuer Athéna. Donc là-dessus, on a eu des petits éléments scénaristiques qui changent un petit peu, qui sont vachement cool. Mais globalement, la trame globale, elle reste très linéaire, et elle reste très répétitive par rapport à ce qu'on a vu dans Senseiya. Et ça c'est bien dommage, parce que dans ce Lost Canvas, on avait, même si on avait une trame à la fin qui était calquée sur une montée des marches aussi, même si c'était pas les marches du sanctuaire, c'était quand même une montée des marches, on avait au moins quelque chose qui changeait un petit peu de l'ordinaire. On avait des passages à Bluegrad pour Poséidon, on avait des passages au sanctuaire, on avait des passages dans d'autres villages, etc. Donc là-dessus c'était un peu plus diversifié dans The Canvas. Et là on peut vraiment être un petit peu triste que Kurumada, il nous montre un arc que nous on ne veut pas voir, parce qu'on s'en fout, nous ce qu'on voulait voir c'était l'arc céleste. Il étale son arc sur 13 tomes, qu'il étale sur 20 ans, pas 20 ans mais sur 15 ans, tout ça pour nous ressortir une histoire qui certes a des petits rebondissements, des personnages intéressants, il y a Destol aussi que moi j'aime beaucoup, des petites fulgurances comme ça, mais ces petites fulgurances c'est sur un tapis d'un truc qu'on a déjà, un vieux tapis de mamie qu'on voit depuis 20 ans, et ça c'est vraiment dommage, et clairement, si on m'avait dit, si Kurumada m'avait demandé à moi, parce que je connais Kurumada, donc voilà, il m'aurait dit, bah écoute mec, soit je commence à faire Next Dimension où je parle un petit peu du passé, je fais, bon, comme je sais faire, mais c'est juste comme ça, parce qu'il faut trouver une explication pour sauver Seiya, machin, soit je commence à faire mon Tenkai, à parler du ciel, mais il faut que je trouve un truc pour sauver Seiya d'un coup, mais j'ai pas trop la flemme, je me dis juste, ok, ça va bien, bah j'aurais dit, bah fais ton Tenkai et tu dis Seiya il va bien, on n'explique pas pourquoi, ça me va très bien. Mais ne fais pas ta mère de répéter tout le temps la même histoire, même si tu mets des petites cerises sur la merde, ça reste toujours de la merde. Et là, le retournement de situation, Doko a reçu le Mésopoténamos, car c'est son expiation pour avoir trahi Athéna, le vieux maître n'est pas si clean que ça. Alors ça, par contre, ce serait incroyable. Que Athéna ne le gâte pas, entre guillemets, ne lui donne pas un don, mais lui dise plutôt, vu que t'es une petite salope, bah toi tu vas vivre hyper longtemps, comme ça tu vas bien pouvoir réfléchir à que t'as été une petite salope, et en plus je vais t'assigner une tâche de merde où tu vas être assis toute la journée devant une falaise, et tu devras juste dire quand tu verras qu'Hadès il se réveille. Ça ce serait une super retournement de situation. Surtout que Doku il a toujours été présenté comme un gars hyper sage, hyper intelligent, hyper gentil, très vaillant, machin et tout. Donc ça pourrait être vraiment un élément qui serait très intéressant. En effet, donc pourquoi pas, ça peut être vraiment cool d'avoir quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce qui était de l'histoire, donc il y a d'autres éléments qui font que Next Dimension c'est pas foufou. Après on a quand même des personnages intéressants, genre Destol, que beaucoup n'aiment pas, parce qu'ils trouvent qu'il est transophobe ou trans machin, que Kurumada il sait pas écrire des personnages bizarres, machin. Au moins il a essayé de changer un petit peu, voilà. C'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de personnages... alors bon actuellement si, mais des personnages... Il n'y en a pas tant que ça non plus dans des shonen. Des personnages qui se demandent, qui ont une question sur leur identité de genre, pour savoir si c'est des femmes, si c'est des hommes, ils savent pas ce qu'ils sont, etc. Il l'a très mal amené. Mais bon, pour un gars qu'on dit qui est vraiment axé sur la virilité, un peu misogyne, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, bah oui, Destol, voilà. Il a une tête un peu particulière. Alors oui, il y a beaucoup de gens aussi qui disent ouais, c'est Deathmask, mais en rendu en tapette, machin. Bah non, je trouve pas. Je trouve qu'il est cool. Si dans quelques années on verra bien si on verra qu'on a prédit le futur de Doko, on ira jouer au loto. Alors oui, mais bon, dans combien de temps on le saura? Parce que peut-être que je serai mort avant que Kurumada finisse Next Dimension, au rythme où ça va. Bon, normalement là il est reparti, il a commencé à faire son chapitre, je sais plus combien, il va bientôt sortir le tome 14, enfin bientôt. Voilà. Mais c'est trop long.
Destol, très bien, même Thomas est sympa comme version inversée de celui du Tenkai. Oui, mais très peu développé, Thomas, encore pour l'instant. On a juste quelques scènes avec lui, mais très peu développé. Et il était là pour introduire surtout le fait qu'on va parler de, de l'arc Olympe. Je vois un peu Tenma et Artemis en mode... Kurumada, il est en train d'écrire son histoire, et il s'est dit, putain, mais en fait, mon histoire, elle va peut-être genre prendre 15 tomes sur Hades, du passé, et les gens, ils voulaient voir du ciel. Bon, bah du coup, je vais mettre un personnage pour teaser que je vais le faire, pour pas qu'ils se disent, ok, je vais pas le faire, machin. Moi, je vois Thomas comme ça. Voilà, c'est un personnage qui vient juste teaser, qui sert à rien d'autre, pour l'instant. En vrai, Thomas, là, pour moi, Thomas, il aurait été mieux amené si, par exemple, je sais pas, tome 13, imaginons, Odysseus dit oui, moi je peux. Bon, ça va se passer comme ça, mais Odysseus dit moi je peux guérir Seiya. Okay. On sait que Shayna elle commence à avoir mal à la tête, elle va peut-être se réveiller en mode c'est moi Odysseus, je me suis réincarné dans le présent, je vais sauver Tenma, Seiya. Ok, tome 13, tu dis ok, ils vont sauver Seiya dans le tome 14, c'est cool. Et là, tome 14, qu'est-ce qui arrive? Thomas, il veut tuer Seiya, et là t'as plus personne pour le défendre, t'as juste Marine qui doit le défendre, mais Thomas il est quand même puissant, et la seule solution qu'elle a c'est de le tuer, peut-être Thomas, mais c'est son frère, donc il y a un indième, protéger son élève, Seiya, ou ne pas tuer son frère, tout ça ce serait super cool, ça aurait été super cool, mais là, on parle de Skumun MDR. Bah écoute, c'est Kurumada qui crée des personnages, donc c'est pas ouf. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La première apparition de Destol, je la trouve géniale, c'est parfaitement l'idée que je me fais du col du cancer. Celui qui aide les âmes perdues sur Terre à passer dans l'autre monde, j'ai adoré. Oui, et d'ailleurs, Chaîne Nébulaire a fait une vidéo sur Destol qui est très bien, enfin, il a fait sur 3 personnages, dont Destol, je vous invite à aller la voir, elle est très bien. Et il donne une pseudo-théorie qui disait que tous les goals du cancer, en gros leur but ce serait d'aider les âmes perdues à aller dans l'au-delà, et que en fait, Deathmask, s'il est autant pas aimé en fait par les âmes qui veulent le tuer, c'est justement parce qu'il s'en battait les couilles. Il s'est dit moi ça m'intéresse pas de vous aider à passer dans l'autre monde, j'en ai rien à branler, je vous aide pas, démerdez-vous, et du coup les âmes elles étaient un petit peu rancunières, et voilà, c'est pour ça qu'elles l'auraient attaqué. Après je crois que c'est expliqué dans le manga que si les âmes l'attaquent c'est parce que c'est c'est le ressentiment des personnes qui l'a tué qui l'entraîne un peu dans le fond, mais c'est quand même une belle théorie, je trouve, c'est plutôt sympa. Donc voilà, personnage intéressant, Destol, d'autres personnages, hein, comme on a Suikyo, très intéressant, Doko qui a un changement de comportement qui est très intéressant, on a... de qui j'ai parlé tout à l'heure, qui était très intéressant, oui, Ophiuchus, qui est très intéressant, et on a un personnage, et là c'est la transition parfaite, un personnage qui lui n'est pas du tout intéressant, et il s'agit bien évidemment, de Tenma de Pégase. Oula, elle est grande cette image. Version Next Dimension. Tac. Alors, pourquoi, pour moi, Tenma, pour moi, en fait, Tenma, ça représente Next Dimension dans sa globalité. C'est-à-dire un personnage qui ressemble trait pour trait à ce qui a été fait avant, Seiya. Tu penses qu'il va avoir un développement, tu penses que ça va être cool, parce que ça te met plein de petits éléments, une guerre contre Hades, ouais c'était mon meilleur ami, ouais mon maître c'est devenu un juge des enfers, tu te dis ça va être trop cool, et finalement le mec ne sert à rien. C'est exactement le résumé de Next Dimension. C'est copier-coller, à peu près, hein, de Senseiya. Ça te met plein de petites idées cool, Ophiuchus, Suikyo, machin et tout, et finalement ça ne fait pas avancer l'histoire. Là, alors le seul truc qu'on sait, c'est que Seiya il va être sauvé sûrement par Ophiuchus qui va le guérir. Mais sinon, les 13 tomes de Senseiya Next Dimension, ils apportent quoi à l'histoire de Senseiya? Ah, rien du tout. Mais rien du tout. Alone est encore pire que Tenma. Alors Alone, on le voit quasiment pas dans Next Dimension, pour moi il n'existe pas. Voilà, parce que oui, Hades a été totalement oublié de The Lost Canvas. Alors non, il est pas oublié parce que on voit les spectres, mais par contre lui, il a disparu. Alone, il a disparu des radars, Hades, il a disparu des radars, et autre personnage qui a disparu des radars, c'est... comment il s'appelle? Rhadamant, dont on ne sait pas le nom, donc le juge de la Wyvern, qui n'est toujours pas apparu. On a vu le Garuda
Et le Griffon, premier tome, mais toujours pas le Wyvern. Donc le Wyvern, il doit avoir un rôle très important. Il y a une théorie qui dit que c'est lui le grand pop. C'est, je pense, très probable. Pour qu'on n'ait toujours pas vu le Wyvern, c'est très probable. Ou alors le Wyvern, c'est le frère de Suikyo, ce qui serait étonnant. Mais étant donné, et si vous avez vu ma théorie sur le grand pop de Next Dimension, il y avait une théorie qui disait que le grand pop c'était peut-être le Wyvern, ou peut-être le frère de Suikyo, mais peut-être, et là on va aller encore plus loin, peut-être que le frère de Suikyo est le juge du Wyvern, et qu'en plus il est le grand pop, et du coup ça mélangerait toutes les théories, et ce serait incroyable. Après, beaucoup pensent que Tenma est fait pour être ainsi Abyss, mais perso je pense pas que Kurumada l'ait pensé comme tel, mais plus comme un des bronzes qui accompagne Seiya. Alors, là je suis pas d'accord avec toi Paul, très clairement pour moi, Tenma existe parce que le manga s'appelle Senseiya, et que si tu mets pas de Seiya dedans, ben... il y a un problème. Voilà. Pour moi, si Seiya est identique, si Tenma est identique à Seiya, c'est juste pour que le lecteur, il ait un personnage principal qu'il connaît pour s'identifier à lui. Voilà. T'as tous les autres bronzes, t'as Yoga, Shun, machin, Seiya on le voit pas, donc ben, il faut qu'il ait un mec qui le suive. Après, je dis qu'il accompagnera Seiya plus tard. Alors pareil, pourquoi il accompagnerait Seiya plus tard? Tenma, c'est un personnage qui vit dans le passé. Et, pareil, là on est bien entendu, dans Next Dimension, c'est peut-être une autre timeline. On nous dit bien que tous les personnages de la guerre sainte, sauf Shion et Doko, sont morts durant cette guerre sainte. Donc, non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci pour les majuscules. J'avais compris l'intention, c'était vraiment pour bien préciser le plus tard. Du coup, tous les personnages meurent à part Shion et Doko. Donc il peut pas être présent plus tard, bon déjà on l'aurait déjà vu, et ce serait un peu étonnant que Next Dimension apporte des personnages du passé dans le futur. Et il y a un élément qui peut nous dire et nous aider pour confirmer qu'on n'aura pas de personnages du passé dans le futur, c'est Ophiuchus, parce que Ophiuchus, bon il se réincarne, il ressuscite dans Next Dimension, et au même moment on a Shayna qui commence à avoir mal à la tête, machin, qui trouve le temple de l'Ophiuchus, et du coup, dans Senseiya, dans le présent de Senseiya, ça va être Shayna qui va devenir l'Ophiuchus, et qui va soigner Seiya. C'est sûr à... pas 100%, parce qu'il peut nous mettre une petite... hop, il peut nous la mettre à l'envers, mais à 99%, c'est sûr, c'est Shayna qui va soigner Seiya. D'autant plus que, petite anecdote, mais pour ceux qui regardent généralement la chaîne Nébulaire, etc., vous le savez, dans le film du Tenkai, à l'origine, ça devait être Shayna qui devait soigner Seiya, notamment avec des pouvoirs un peu curatifs liés à l'Ophiuchus et à comment il s'appelle, Aseliopoulos, j'ai oublié son nom, c'est difficile à dire son nom, je vais le retrouver rapidement. Ah mais j'avais plus de musique, tiens. Alors, comment il s'appelle? Ophiuchus, c'est... Oui, Asclepios, voilà, Asclepios, c'est très difficile à dire. Il trouve des noms à rallonge, enfin la con. Donc oui, Asclepios, qui serait lié donc à ce personnage, et du coup, Shayna devait soigner Seiya dans le Tenkai. Donc, clairement, Kurumada, vu que dans Next Dimension, et notamment dans son chapitre Céleste, il veut refaire ce qu'il avait voulu faire avec le film, mais que ça s'est pas fait, c'est Shayna qui va soigner Seiya. C'est sûr à 100%, 99%. Donc du coup... pourquoi faire de Shayna... Enfin, si tu veux pas ramener Ophiuchus dans le futur, pourquoi tu ramènerais Tenma dans le futur? Ça servira à quoi de ramener Tenma dans le futur? T'aurais deux personnages identiques qui se ressemblent avec la même armure, il y aurait même une incohérence dans les armures, parce que t'aurais deux armures de Pégase, ce qui est bizarre. Donc non, pour moi, là-dessus, Tenma, il va pas venir dans le futur. Mais peut-être, on ne sait jamais, mais pour moi, non. Et du coup... Enfin, Tenma, c'est le personnage où tu le montres comme... En fait, c'est un peu l'inverse de Tenma de The Lost Canvas. Tenma de The Lost Canvas, il est présenté comme le héros principal, comme Tenma d'ailleurs, dans Next Dimension, et il a plein de trucs à faire, sauf que il peut pas les faire parce que tout le monde les fait à sa place. Ok. Mais il a quand même des power-ups, etc. Mais toute l'histoire se développe autour de lui. Dans Next Dimension, Tenma, il a pas d'objectif prédéfini. Enfin, si, il veut retrouver son maître, etc. Mais... il a aucun intérêt à s'entraîner, à devenir plus fort, etc. Il devrait devenir plus fort pour atteindre son maître, pour l'égaler, pour je sais pas, mais il a pas de raison de devenir plus fort, il a pas d'objectif
Tenma de The Lost Canvas, il a un objectif, il veut sauver son pote Alone. La Tenma de Next Dimension aussi, il veut sauver son pote Alone. Mais en quoi aller trouver son maître, ça va l'aider à sauver son pote Alone? Il n'a pas d'intérêt là-dedans. Et du coup, vu qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a pas d'objectif, bah pourquoi tu développerais le personnage? C'est juste un personnage qui est à côté de Shun, et qui sert en mode, bah, vous avez un Seiya, vous voulez voir Seiya, bon bah mon Seiya il est comme ça, là, il est paraplégique dans son fauteuil, et le temps que je vous ramène mon vrai Seiya qui a pété des culs, bah, vous avez son sosie qui sert à rien, c'est un pantin, il sert à rien, je l'ai juste mis là, parce que du coup il nous fait un fil conducteur, parce que là-dessus aussi, Tenma il peut être intéressant, parce qu'on a un lien avec Hades et Alone, on a un lien avec Suikyo, donc un juge des enfers. On sait que Suikyo, il a perdu son frère, il est peut-être devenu méchant à cause de ça, il veut tuer Athéna, donc ça crée, autour du personnage de Tenma, on a créé tous les liens de Next Dimension. Ok, quasiment tous, puisqu'on a donc la guerre avec Hades qui est liée à lui, le fait que on veut retrouver Athéna qui est liée à lui et tout. Tout est lié à lui, énormément de choses sont liées à lui, mais on développe aucun lien, on développe rien sur ce personnage. Le personnage, il évolue pas du tout. On a des personnages par exemple comme Shun, Ikki, Yoga, Shiryu, qui n'évoluent pas, non plus dans Next Dimension. Mais ils n'ont pas besoin d'évoluer parce qu'ils ont eu un manga complet qui fait 28 tomes pour les faire évoluer. Et Shiryu, Yoga, Shun, Seiya et Ikki du tome 1 de Senseiya, c'est pas les mêmes que au tome 28. Donc c'est pas grave s'ils n'évoluent pas dans le Next Dimension. Là on peut se reposer sur d'autres personnages, notamment Tenma, c'est un nouveau personnage, donc autant un petit peu le développer, et puis Shion et Doko, qui sont montrés comme un peu des personnages principaux, secondaires, c'est un peu entre les deux là, c'est vrai que Komada il savait pas trop comment se mettre là-dessus, mais on les a pas non plus trop développés, à part Doko qu'on commence un petit peu à faire changer. Mysterine qui me dit, Shun a même eu l'honneur de régresser. Comment ça régresser? De quoi parles-tu? À quel moment Shun a régressé? Alors attends, je vais retrouver mes petits scans de Next Dimension et on va regarder si je trouve le passage que tu nous dis, parce que j'avais pas l'impression non plus. Alors tout le monde nous dit, alors oui, il y a une impression générale où les bronzes ne sont plus aussi forts qu'avant, etc. Faut pas oublier non plus que le but d'un manga, c'est de faire évoluer ses personnages, etc. Mais pour faire évoluer ces personnages, il faut que tu aies d'autres personnages plus forts. Bienvenue à toi, Malvoy11, merci de nous rejoindre. Donc je disais, pour... Alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pour que tes personnages aient une évolution, un intérêt à avancer dans l'histoire, il faut que tu aies des personnages qui soient plus forts pour les faire évoluer. Là, le problème, c'est que dans Senseiya, ils ont déjà affronté Hades et des juges, en fait, ils ont déjà battu tout le monde, il n'y a rien au-dessus. Enfin, si t'as Zeus et tout, mais ça arrive plus tard. Donc forcément, c'est compliqué de dire je vais faire combattre Shun face à un Gol en le faisant galérer. Mais t'es bien obligé. Dans l'arc Poséidon, par exemple, on avait un personnage qui allait de l'avant. Ici, il passe son temps sur le ventre. Ce n'est pas qu'une question de force, mais juste de traitement. Il n'a rien appris, il a même oublié ce qu'il a déjà fait avant. Donc là, c'est un petit peu sur ce que je disais. Le truc, c'est que ton personnage, il a déjà vécu des trucs, il a déjà évolué. Donc de base, tu t'attends à ce qu'il ne reproduise pas les mêmes erreurs. Mais le problème, c'est que quand tu crées, quand tu as déjà atteint le top niveau en termes de puissance, en termes de développement, en termes de tout ce que tu veux de ton histoire, quand tu as déjà arrivé à la fin, entre guillemets, de ton histoire, comment tu veux justifier qu'il y ait des personnages qui arrivent à mettre des bâtons dans les roues à tes héros, alors que techniquement, il n'y avait rien au-dessus d'eux, tu vois? C'est déjà des entités qui sont finies, complètes. Forcément, il faut que soit tu triches un petit peu en donnant une explication, soit tu donnes pas d'explication et tu triches un petit peu. Donc, Kuramada, il a pas donné d'explication, il a triché directement. Je pense que Tenma est juste là pour se confronter à Hades, mais ce n'est pas ce qui intéresse vraiment Kuramada. Ce qui intéresse vraiment, c'est de réintroduire Seiya dans son histoire en détruisant l'épée d'Hadès pour enchaîner sur l'arc céleste. Donc je reviendrai juste
sur ça juste après, c'était une remarque plutôt intéressante. Du coup, je disais que oui, du coup, les bronzes, ils ont déjà atteint leur sommet de réflexion, d'évolution, de performance, ils ont juste à évoluer en tant que gold, ok. Et là, ce que Kurumada, il essaye de nous montrer dans Neximansion, c'est que c'est les successeurs des gold qui vont devenir des personnages, des gold, tout simplement, en les faisant affronter d'autres gold, ok. Mais comment tu peux dire que c'est des successeurs de gold? En fait, si t'as pas d'affrontement, si t'as pas de mise en difficulté de tes bronzes, bah l'histoire elle sert à rien, ils défoncent les golds, et t'as les golds ils disent rien du tout, ils disent pas vous êtes les futurs successeurs, machin, je ressens en toi la puissance de trucs. Il faut qu'il y ait du conflit forcément. Là où on a des bons mangas, c'est quand tu as des explications sur pourquoi ils sont plus faibles, etc. Par exemple, dans Senseiya, si les golds se font défoncer au château d'Hadès, c'est parce qu'il y avait le Kekai, donc la barrière qui réduisait leur force, ils avaient que 10% de leur puissance, donc les juges les défonçaient. Là, après, on peut expliquer la perte de puissance des bronzes par le fait qu'ils ont été... qu'ils ont remonté le temps, donc ils sont un peu plus faibles, ou aussi, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, mais faut pas oublier que là, ils viennent de se taper Hades il y a genre quoi 2 jours, 3 jours, pas plus, pas très longtemps, quelques semaines. Ils se sont fait défoncer la gueule par Hades, ils viennent de se battre pendant plusieurs jours dans tous les enfers et tout, et là ils se retrouvent dans une autre bataille, ils sont peut-être un petit peu fatigués aussi les petits bronzes, ils ont peut-être du mal. Alors oui, niveau réflexion, ils sont cons, ils sont à voir comme des bleus, mais niveau puissance, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer notamment, et ça on oublie beaucoup trop souvent, c'est que les Gold sont les personnages les plus forts qu'on a dans Senseiya. Ils sont plus forts que les juges et ils sont plus forts que les marinas. Ok. Les bronzes ont battu les Gold. Mais ils ont battu les Gold, et on le sait parce que Mu le dit, uniquement parce que Athéna avait niqué avec elle. Là, dans Neximansion, elle a pas niqué avec elle. Enfin, elle a niqué, mais elle... y a pas niqué qui aide les bronzes. Ils sont vraiment tout seuls. Ils sont en mode, j'ai pas de power-up, j'ai pas de petit boost d'XP derrière moi qui va me rendre plus fort, c'est ma force, moi tout seul. Donc si on se dit que les Gold ils sont au même niveau ou un peu plus forts que les anciens Gold, on peut comprendre qu'ils galèrent niveau puissance. Après niveau réflexion c'est un peu plus compliqué. Le problème c'est que la passation a déjà été faite dans le Mekai. Ces combats contre les Saints sont une vacuité. Bon, je vais vraiment y aller là, je regarderai la fin. Merci à toi Mister et une bonne soirée. Et oui, t'as raison, c'est vrai que la passation était déjà faite dans le Mekai, et c'est, du coup on revient à mon deuxième point, qui était que Kurumada se répète dans son histoire, et ça n'a pas d'intérêt. Du coup, pour Paul, Sean qui se rappelle pas avoir déjà suivi le labyrinthe des Gémeaux, ça m'a fait tilter quand même. Oui, là-dessus, on est d'accord que le personnage, il est con. Mais du coup, c'était dans quel passage c'est incroyable, j'ai des trous de mémoire, je m'en rappelle pas du tout. Je suis comme Sean, ça va être par là. Enfin bref, ils sont un peu cons, c'est vrai. Alors du coup, Paul tout à l'heure nous disait que voilà, le but de Tenma c'était vraiment, puisqu'on parlait de Tenma là-bas, c'est vrai qu'on parlait de Tenma, le but de Tenma c'était juste d'affronter tome 3, d'accord, je vais regarder en même temps que je discute. Le but de Tenma ça aurait été de réintroduire Seiya. Et c'est en partie vrai, mais c'est quand même dommage de créer un personnage juste pour introduire un autre personnage. Moi je m'en fous de l'affrontement entre Tenma et Hades, je viens déjà d'avoir un affrontement entre Seiya et Hades. J'en ai rien à faire que Tenma, un personnage qui ressemble à Seiya mais qui est moins bien développé, qui est moins fort, je m'en fous, se battre contre Hades. Moi je voulais voir la suite, ce qu'on m'a un peu vendu dans Neximansion. Voilà, je veux voir comment Seiya il a été sauvé, etc. Non, c'est pas dans le tome 3. Si, c'est dans le tome 3. Merde, alors je ne vois pas le truc. Enfin bref. Mais du coup, quel est l'intérêt de montrer ça? Oui, mais en vrai, l'épée ne va pas... Tout à fait. Mais, comme je l'ai dit, là, on n'était pas obligé de nous faire un truc avec Hades. Pourquoi, dès le début, on n'a pas introduit Odysseus pour nous montrer comment aller détruire... l'épée d'Hadès, voilà, tu fais... En gros, t'enlèves les premiers tomes, où t'as juste ces affrontements entre les bronzes et les golds, qui ne sert à rien. À quoi ça sert? On a ramené Yoga et Shiryu dans le passé, mais à quoi ça sert? Pourquoi on a juste Jeune et Iki, ça suffisait pas? On aurait pu faire... Après, c'est ma version. Pardon. On aurait pu faire Athéna, Shun, Iki qui revont dans le passé, pour essayer de détruire l'épée d'Hadès, machin, etc.
Dès le début, on arrive pendant la guerre sainte, les combats ils sont en train de se faire, ça se casse la gueule, et au moment où ils arrivent, t'as un truc, c'est Odysseus qui arrive, et qui veut trahir en plus Athéna, et on sait pas s'il va se ranger du côté d'Hadès, etc. Donc tu crées un conflit entre, du coup, 3 entités, Athéna, bon, qui n'est peut-être pas là, mais donc l'armée d'Athéna, les spectres Hadès et Odysseus, avec les personnes qui vont se ranger avec lui, et puis t'introduis Athéna, Iki et Shun, tu peux l'introduire de la même manière, avec Athéna qui redevient un bébé, etc., qui vont entrer dans le conflit, qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu pour sauver Seiya. Et dans le parallèle, dans le monde, dans le présent, tu introduis Artemis, les anges qui veulent tuer Seiya, tu mets Shiryu, Yoga, Marine en protecteur entre guillemets de Seiya, qui vont un peu affronter les anges pour temporiser le fait que Athéna et Shun sont dans le passé, et puis en même temps, tu développes un petit peu Sheina qui dit « Oh, j'ai mal à la tête », elle trouve le temple de l'Ophiuchus, elle commence à avoir des pouvoirs pour soigner, etc. Et voilà, comme ça t'as introduit la guerre que tu voulais un petit peu raconter, et le personnage d'Ophiuchus dans le passé. T'as toujours ton voyage temporel, parce que du coup, Moda, il aime bien le voyage temporel apparemment avec Next Dimension, donc tu le gardes. Et puis de l'autre côté, tu développes un petit peu plus ton présent de Senseiya pour amener la suite en fait, tout simplement l'arc de Céleste. Donc voilà, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc pour moi Tenma, oui, il est très mauvais. Voilà, pour moi il est mauvais, il est moins bon que le Tenma de The Canvas, qui est quand même dommage, parce que c'est Kurumada, c'est son Tenma l'originel, entre guillemets, donc c'est quand même dommage que son Tenma original soit moins bon que le Tenma de Teishirogi. Ça fait un peu un mix de ND et de Tenkai. Pose le brevet, ça peut être cool. Oui, c'est vrai, je devrais poser le brevet et faire une BD alternative à la mienne, où je mélange les deux. Mais après, c'était une idée, mais ce que Kurumada a fait, ça peut être bien. Le truc, c'est que c'est tellement lent, il y a tellement de temps entre la sortie de 2 tomes que tu t'ennuies. Parce que ça, regardez, il y a combien de pages? Il y a à peu près 160 pages. 140, 160 pages par tome. Déjà, normalement, un manga classique, c'est 200 pages. Donc là, ça fait un petit peu ridicule. Et il met 1 an pour sortir un tome. Normalement, au Japon, t'as 4 tomes par an qui sortent. C'est-à-dire que ça, normalement, 13 tomes, le mec, il aurait dû les sortir en 3 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé en 2006, les 13 tomes, on devrait être en 2009. Donc 4 tomes par an, ça fait 15 ans. Il devrait être à 60 tomes. On va dire qu'il fait des pauses parce qu'il est vieux. Il aurait dû en faire 50 au moins. Entre 45 et 50 tomes. Voilà. S'il avait fait pendant 15 ans que du... Bon, il a fait d'autres trucs, c'est pour ça aussi, mais voilà. On devrait être à 40 tomes au moins. Si t'as une histoire lente comme ça, que tu développes tout doucement tes 13 tomes, en sortant un tous les 3 mois, ok, ça va. Surtout 40 tomes, si tu fais l'arc céleste et tout, ok, on dira, bon bah c'est un arc un peu passable, il y en a plein des arcs un peu passables dans plein de mangas. Le problème c'est que là, cet arc passable, ça fait 15 ans qu'il est là, ce putain d'arc passable. Donc les gens, ils ont le temps de le lire, ils ont le temps de l'analyser, ils ont le temps de se dire, putain c'est vraiment de la merde, j'attends la suite, et puis ils lisent la suite, bah oui, c'est toujours de la merde, ça continue toujours à être de la merde. Il y a toujours des trucs bien, ok. Next Dimension, il y a des trucs très bien, moi j'aime bien Next Dimension. Mais, sur la longueur, quand tu as un truc qui est passable et que tu l'étires sur la longueur, tu commences à le sentir que c'est passable, quoi. Ouais, mais Kurumada croule sous la profusion de spin-off et ça augmente. Oui, bien sûr, mais après, c'est lui aussi qui choisit de faire ça. Après, bon, il est pas obligé de... Parce que là, bon, il y a The Lost Canvas, il n'y a plus. En spin-off, il reste quoi? Il reste Sentia Show, qui supervise. Il reste épisode G Requiem, qui supervise pas, je crois pas qu'il supervise. Il y a le nouveau là, donc le Darkwing, Sentia Meiyo Kaiden Darkwing. Pareil, je suis pas sûr qu'il le supervise, il a juste dû donner des idées ou son accord, mais c'est tout. Et après, il y a quoi d'autre? Il y a rien après. Après, il y a juste Next Dimension. Là, il a mis pas mal de temps. Suijiro Malki aussi. Oui, mais Suijiro Malki, il a pas supervisé. Il a dû lui donner, voilà. C'est Kana qui ont dû aller voir Kurumada. Ils ont dit oui, on a fait un truc avec Albator, des tomes alternatifs faits par un Français, ça a super bien marché, machin. On aimerait bien faire ça avec Senseiya. Est-ce que ça vous tente? Kurumada allait dire oh, tout à fait, adore l'argent, moi, tout à fait bien.
voilà, ils ont dû lui dire, alors on a une petite idée, enfin, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait parler et tout. Kurumada a dit, ah oui, moi plein d'idées, machin. Alki il a dit, bah moi j'ai ça comme idée. Et voilà, ils sont mis d'accord. Alki il a fait, bah ok, je dessine ce que tu m'as dit, ou alors il avait déjà une idée en tête et Kurumada a fait, ouais, ouais, tout à fait, argent, oui. Et voilà, c'est tout. Il n'a pas supervisé, vraiment, à part Sentiacho, où on est sûr qu'il supervise ce que fait Shimaki. Le reste, il doit regarder de loin, mais c'est tout quoi. Après, il travaille sur d'autres mangas, mais qu'il a terminé, je crois. Donc maintenant, il est vraiment à fond sur Senseiya. Donc ça devrait aller un peu plus vite. Plein d'idées d'investissement, ça c'est sûr. D'ailleurs, bah, on a aussi le film live qui devrait bientôt sortir, parce que ça fait 4 ans qu'il devrait bientôt sortir. On a eu des petites nouvelles là de l'actrice qui jouait Phoenix dans X-Men, qui va jouer un personnage apparemment dans le film live Senseiya. On verra bien ce que ça va donner, je sais pas si c'est... Mais bon voilà, oui. Kurumada, oui, on reprend Next Dimension, on a vu les premiers croquis qui nous a montré des chapitres. Mais bon voilà, le truc c'est que... ah oui, après aussi, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que j'arrête pas de dire oui, Kurumada, c'est une feignasse, machin, il nous sort un tome par an, c'est chiant. C'est aussi son éditeur, Akita Shoten, qui ralentit un peu le rythme des chapitres, parce que Kurumada avait déjà dit une fois que lui, il avait fait tout son tome, son tome était fini, et pendant un an, Akita, ils ont fait ok, ouais, t'as fini ton tome, bah c'est bien, bah, on attend encore. Et il a sorti au bout d'un an, donc c'est aussi un peu dommage ça. Non mais là, Famke Johnson, ils sont sérieux avec le film live, c'est pas un poisson d'avril. Alors je sais pas si c'est un poisson d'avril, je crois pas que Famke Janssen elle ait dit de la merde. Le film c'est officiel. Alors après ce qui va sortir, il devait être tourné cette année. Enfin, année 2020. Et ça a été pas possible parce qu'il y a eu un truc pas très connu, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Covid. Moi j'en ai entendu parler vite fait ce matin, mais je savais pas du tout que ça existait ça. Enfin bref. Et apparemment ce petit truc inconnu au bataillon, et ben ça a empêché plein de films, dont Senseiya. Et là, la Famke Janssen, elle nous a dit que... Ouais, bah, connaît pas, impossible. Personne ne connaît le Covid. Apparemment, Corona, c'est... Moi, je connais juste la bière, mais c'est tout. Donc, et du coup, apparemment, cette dame nous a dit, oui... Alors, c'était une interview. Oui, il y a une bière qui s'appelle Corona. Et oui, bah maintenant, je le saurai. Alors, j'ai jamais goûté cette bière, je sais pas si elle est bonne, mais il y a une bière qui s'appelle Corona. Et... vous m'avez perdu du coup avec vos bêtises. Et ouais, du coup, elle avait une interview, et il y a un mec qui lui demandait ce qu'elle faisait en ce moment. Et il lui a dit oui, je suis pour un film tiré d'une série animée sur la mythologie grecque, machin et tout. C'est Senseiya, c'est trop bien. On devait tourner l'année dernière, mais on n'a pas pu avec le Covid. Et du coup, on tourne cette année. Donc, normalement, le film est tourné cette année. Après, il faut qu'il fasse les effets spéciaux. Donc peut-être on l'aura en 2020, fin 2022, début 2023 peut-être. On verra bien. Elle va jouer qui? On ne sait pas. Elle ne l'a pas dit. Elle a pas dit qui elle allait jouer. Après, je vais vous montrer qui est Famke Janssen. Oups. Famke Janssen. Alors... Tac. Alors on passe comme ça. Donc voilà, donc c'est elle. Donc outre le fait qu'elle n'a pas 20 ans, elle est plus toute jeune, et que, voilà, maintenant elle est un petit peu botoxed. Donc voilà. Mais je sais pas trop qui est-ce qu'elle va jouer. Alors après, ils vont pas faire des personnages jeunes, ils vont faire des adultes pour les Saints. Après, très honnêtement, vu sa tête, je pense qu'elle va jouer Shaina, parce qu'ils vont lui mettre un masque. Comme ça, on verra pas sa tête. Non, honnêtement, je sais pas qui est-ce qu'elle va jouer. Je pense Shaina. Alors, travailler pour Shaina, oui, alors, je pense, très honnêtement... Oui, tu as peut-être raison, Sakura. Elle fera peut-être une déesse genre Eris. Tu as peut-être raison. Ça pourrait être pas mal du tout, ça peut être une bonne idée. Par contre, pour jouer, je pense que... Oui, pour Sora aussi trouver, mais je pense que pour les héros, ils vont quand même prendre des gens qui ont genre 20 ans ou 30 ans. Ils vont vieillir les trucs. Déjà parce que dans le manga, on est tous d'accord, je pense, aucun personnage n'a 13 ans physiquement. Seiya,
il a une tête de camionneur. Enfin, le mec est camionneur, quoi. J'ai pas... Non, j'ai pas, là. Mais, enfin, Seiya, il est baraque comme ça. Il est comme ça. Toc. Ouais, j'ai 13 ans. Oh, ouais, 13 ans, ouais. Exactement, 13 ans sur le papier, ouais, c'est comme... voilà. Et du coup, après, les âges de Senseiya, c'est un peu Kurumada qui a fait ça un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Mais du coup, ils vont pas prendre des mecs qui ont 13 ans, c'est pas possible. Elle peut jouer un goal du Scorpion. Alors oui, t'as tout à fait raison, parce que les Espagnols, enfin les Américains du Sud, les Sud-Américains du coup, quand on parle français, et pas en Maître Yoda, ils adorent, je sais pas pourquoi, ils adorent les personnages gold féminins. Et notamment le Scorpion, parce qu'il y a eu aussi un Scorpion féminin dans le film en 3D, et puis avec Omega, avec Sonya. Et vu que le film est basé surtout pour un public sud-américain et chinois, parce qu'ils aiment bien Senseiya les Chinois en ce moment, ça marche bien le jeu Senseiya Awakening, et ben c'est possible qu'ils cèdent un petit peu aux sirènes des fans sud-américains et chinois qui sont très nombreux, et on pourrait avoir une femme Scorpion. Oui, mais Kurumada s'est emmuré dans son scénario en disant que c'est de très jeunes garçons en protégeant Athéna. Oui, il aime bien la jeunesse, etc. Mais ça ne pose pas vraiment de problème de mettre des jeunes adultes ou des trentenaires en vrai. Moi, je verrais bien des gens de mon âge, genre 24-25 ans, et tu mets des golds de 35-40. Voilà. Et du coup, elle, si tu lui mets un peu de maquillage, elle peut faire une China, facile. Ou au pire, une déesse méchante, ouais. C'est vrai qu'Eri, ce serait pas trop mal, parce que le problème aussi que pas mal de gens se posent, c'est que ben ça va être compliqué de résumer Senseiya en 1h30, en 2 heures, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la petite aparté sur cette personne, et sur Senseiya, le film live. Du coup, on va conclure assez rapidement sur cette chronique sur Next Dimension avant que ça parte trop loin, et après on repartira sur d'autres débats, vous inquiétez pas. Donc tout ça pour dire que Senseiya Next Dimension, c'est un bon manga, que j'aime bien, mais très globalement, il y a beaucoup de défauts. On va pas se mentir, il y a beaucoup de défauts qui font que, si j'avais à choisir, j'aurais préféré que Kurumada ne fasse pas Next Dimension et passe directement au Tenkai. Notamment parce que on aurait peut-être eu un Kurumada qui aurait été un peu plus actif sur The Lost Canvas, et il aurait amélioré les défauts de The Lost Canvas, et on aurait eu un The Lost Canvas parfait en version papier, qui est très bien en animé, mais un peu moins bien en papier. On aurait eu un The Lost Canvas vraiment parfait en papier. On n'aurait surtout pas eu, ou moins de chances d'avoir une histoire qui se répète depuis 30 ans, donc c'est un petit peu chiant d'avoir une histoire tout le temps pareille. On aurait pu avoir un truc qui était plus développé, plus direct aussi, tout à fait Sakuraba. Ça aurait été quand même plus intéressant de refaire en fait le Tenkai en papier. Il a pas aimé le Tenkai, il aurait dû nous refaire le Tenkai en papier, tout simplement, au lieu de partir dans son idée de voyage dans le temps. Et puis on n'aurait pas eu ce Tenma tout pourri, et puis bien d'autres petits problèmes sur Next Dimension. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cette petite chronique sur Next Dimension.